Un millionnaire habitué à tout obtenir avec de l'argent a payé pour la virginité d'une innocente jeune fille. Mais à l'instant où il l'a regardée dans les yeux, quelque chose d'inattendu a transformé le destin des deux. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire, nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. Le son de l'ascenseur privé résonna dans le dernier étage de l'immeuble commercial le plus moderne de Paris. Alexandre Dupont ajusta les manchettes de sa chemise italienne et respira profondément avant que les portes ne s'ouvrent pour révéler l'environnement qu'il avait construit avec tant de soin au cours des 10 dernières années. Les murs de verre du bureau offraient une vue panoramique sur la ville qui ne dormait jamais. Mais en ce jeudi après-midi, même la silhouette imposante de la tour Eiffel ne parvenait pas à calmer l'anxiété qui grandissait dans sa poitrine. À 32 ans, Alexandre avait conquis tout ce qu'un homme de son âge pouvait rêver. Son entreprise technologique, Innovis Technologies, était évaluée à plus de 2 milliards d'euros. Il possédait des appartements dans 3 villes différentes, des voitures importées, des montres qui coûtaient plus cher que des maisons entières et un compte bancaire qui continuait de croître même pendant son sommeil. La semaine suivante, il épouserait Élise Moreau, fille de l'une des familles les plus influentes du pays, lors d'une cérémonie qui promettait d'être l'événement social de l'année. Mais quelque chose n'allait pas, une sensation inconfortable qui grandissait ces dernières semaines, comme un caillou dans sa chaussure qu'il ne parvenait ni à identifier ni à retirer. Alexandre marcha jusqu'à son bureau en acajou, où des dizaines d'invitations dorées attendaient son approbation finale. Le mariage aurait lieu au Plaza Athénée à Paris, avec 300 invités soigneusement sélectionnés. Chaque détail avait été planifié par Élise elle-même avec la précision d'une opération militaire. Des fleurs importées de Hollande, du champagne français, un orchestre symphonique et un menu signé par un chef étoilé. « Tout parfait », murmura-t-il pour lui-même, feuilletant les papiers sans vraiment les regarder. La porte du bureau s'ouvrit, et Thomas Leroy entra avec ce sourire confiant qui avait fait de lui le bras droit idéal dans les affaires. Thomas était plus qu'un associé. C'était le frère qu'Alexandre n'avait jamais eu, l'ami qui avait été à ses côtés depuis l'époque de la faculté, quand il partageait encore un appartement de 2 pièces à Montmartre et rêvait de révolutionner le monde de la technologie. Alors, futur marié nerveux, Thomas se jeta dans le fauteuil face au bureau, déboutonnant la veste de son costume bleu marine. « Tu as déjà pensé à fuir aux Caraïbes ?» Alexandre força un sourire. « Très drôle. Tu devrais me rassurer, pas me mettre des idées en tête. »« Mec, tu deviens paranoïaque. C'est normal d'être anxieux avant le mariage. Même moi, je serais nerveux si j'allais épouser Élise. » Thomas fit une pause, et son sourire vacilla pendant une fraction de seconde. « Je veux dire, n'importe qui serait nerveux avant un mariage, non ?» Alexandre étudia le visage de son ami. Il y avait quelque chose de différent, une tension qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « Tu vas bien ? Tu sembles différent. »« Différent. Comment ?» Thomas se redressa dans son siège, passant la main dans ses cheveux châtains. « Je suis juste fatigué. J'ai travaillé tard ces derniers jours pour finaliser les contrats avec Total. Tu sais comment c'est. » C'était vrai. Thomas avait assumé l'entière responsabilité des négociations avec le géant pétrolier, pendant qu'Alexandre se consacrait aux préparatifs du mariage. Une preuve de plus de la loyauté et du dévouement de son ami. À ce propos, Alexandre se leva et marcha vers la fenêtre. « Tu as déjà défini ce que tu vas dire dans ton discours de témoin. J'y réfléchis encore. Peut-être quelque chose sur la façon dont vous vous êtes rencontrés, sur comment il est évident que vous êtes faits l'un pour l'autre. » La voix de Thomas semblait étrange, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Alexandre se retourna fronçant les sourcils. « Tu es sûr que tout va bien ?»« Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas ?» Thomas se leva brusquement. « Écoute, je dois y aller. J'ai promis à Élise de passer au traiteur pour voir les derniers détails. Tu sais comme elle est stressée avec ces choses. » La mention du nom de sa fiancée fit remuer quelque chose dans l'estomac d'Alexandre. « Tu vois beaucoup Élise ces derniers temps. C'est le mariage de mon meilleur ami. C'est normal que j'aide. » Thomas se dirigeait déjà vers la porte. « On se voit demain, d'accord ? Nous avons cette réunion avec les investisseurs japonais. » Et Thomas sortit, laissant Alexandre avec une sensation encore plus inconfortable qu'avant. De l'autre côté de la fenêtre, la ville pulsait de vie. Des millions de personnes suivant leur routine,
luttant pour leurs rêves, aimant, trahissant, souffrant, renaissant. Alexandre se demanda combien d'entre elles connaissaient vraiment la différence entre tout avoir et avoir quelque chose qui importait réellement. Son téléphone vibra, un message d'Élise. « Chérie, je ne peux pas dîner ce soir. J'ai décidé de rester au spa pour le traitement facial pré-mariage. Bisous. » Alexandre tapa une réponse rapide et rangea son téléphone. C'était la 3e fois de la semaine qu'elle annulait un rendez-vous à cause des préparatifs. Pas qu'il s'en souciait beaucoup. Dernièrement, la présence d'Élise le rendait plus tendu que détendu. Il décida de quitter le bureau plus tôt. Il prit sa Porsche dans le parking souterrain et conduisit sans destination dans les rues de Paris. La ville au crépuscule avait une beauté mélancolique qui l'apaisait toujours. Il passa par les Champs-Élysées, descendit par la rue de Rivoli, remonta par le boulevard Saint-Michel. Les lumières au néon commençaient à s'allumer, promettant des nuits pleines de possibilités qu'il n'explorerait plus jamais après le mariage. Non qu'il voulut explorer. Élise était belle, intelligente, sophistiquée. Elle venait d'une famille respectable et comprenait son monde. C'était le choix logique, la partenaire parfaite pour l'homme qu'il était devenu. Alors pourquoi se sentait-il comme s'il était sur le point de signer sa propre condamnation à perpétuité? Il se gara devant un petit bar à Montmartre, pas très loin de l'appartement où il avait vécu avec Thomas. L'endroit était simple, fréquenté par des étudiants et des artistes, le genre d'ambiance qu'il n'avait pas fréquenté depuis des années. Il commanda un whisky et s'assit dans un coin sombre, observant les gens. À la table voisine, un jeune couple discutait avec animation de projets d'avenir. La jeune fille avait les yeux qui brillaient d'espoir, et le garçon tenait sa main comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Alexandre essaya de se rappeler la dernière fois où il avait tenu la main d'Élise avec cette intensité. Il n'y parvint pas. Son téléphone sonna. Thomas. « Alexandre? Mec, où es-tu? Ta secrétaire a dit que tu étais parti plus tôt. »« Je me promène juste. »« Pourquoi ?»« Rien de spécial. Je voulais juste confirmer l'heure de la réunion demain. » Alexandre fronça les sourcils. Thomas n'appelait jamais pour confirmer des horaires. Ils avaient un agenda partagé depuis des années. 10 heures, comme toujours. « Thomas, tu es sûr que tout va bien? »« Oui, tout va bien. Écoute, je dois... » Raccrocher. « Je te parle demain. » L'appel se termina brusquement, laissant Alexandre encore plus confus. Il décida de rentrer chez lui. L'appartement triplex à Saint-Germain était silencieux et impeccablement rangé. La décoratrice avait fait un travail remarquable, créant un environnement qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture. Chaque objet était à sa place. Chaque couleur s'harmonisait parfaitement avec les autres. Chaque détail criait bon goût et argent. Alexandre se servit un autre whisky et se jeta sur le canapé en cuir italien. Sur la table basse, les albums de mariage attendaient son approbation. Il feuilleta quelques pages, observant les photos de la séance pré-mariage. Élise et lui ressemblaient à un couple de cinéma, parfait et inaccessible. Mais il y avait quelque chose dans ses propres yeux sur les photos qui le dérangeait. Une distance, une froideur qu'il ne parvenait pas à dissimuler, même pour l'objectif. Il prit son téléphone et composa le numéro d'Élise. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya 2 fois de plus avec le même résultat. Peut-être était-elle encore au spa ou dormait-elle tôt pour préserver sa peau. Élise prenait ces choses très au sérieux. Il décida d'appeler Thomas, mais quelque chose le fit hésiter. L'étrangeté dans le comportement de son ami durant toute la journée le dérangeait encore. Était-ce de la paranoïa de sa part ou y avait-il vraiment quelque chose de différent? Alexandre se leva et marcha jusqu'au bureau de son appartement. Dans le tiroir secret du bureau, il gardait une clé qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois. C'était la clé de l'appartement qu'il avait acheté pour Élise au Marais, un cadeau qu'il lui avait offert pour leur 2e anniversaire de relation. Elle avait insisté pour garder son propre espace, même après les fiançailles, disant qu'il était important de préserver son individualité avant le mariage. L'idée d'y aller surgit soudainement, comme une impulsion irrationnelle. Il voulait voir Élise, parler avec elle sans la pression des préparatifs du mariage. Peut-être pourrait-il récupérer une étincelle de la connexion qu'ils avaient eue un jour. Il reprit les clés de sa voiture et conduisit jusqu'au Marais. L'immeuble d'Élise était l'un des plus luxueux du quartier, avec une sécurité 24 heures sur 24 et une réception qui ressemblait à celle d'un hôtel 5 étoiles.
Le portier le connaissait bien et le salua d'un signe de tête. « Bonsoir, monsieur Dupont. Madame Moreau est arrivée il y a quelques heures. » Alexandre acquiesça et se dirigea vers l'ascenseur. Sur le chemin du 15e étage, il sentit son cœur s'accélérer. Peut-être était-ce la réconciliation dont ils avaient besoin. Une conversation honnête sur les peurs, les attentes, sur ce qu'ils espéraient vraiment du mariage. La porte de l'appartement était entr'ouverte, ce qui était étrange. Élise était obsessionnellement prudente avec la sécurité. Alexandre poussa la porte doucement, prévoyant de la surprendre par sa présence. Le son de voix venant de la chambre le fit s'arrêter. Des voix qu'il reconnut immédiatement, conversant sur un ton bas et intime. Son sang se glaça dans ses veines. « Je ne peux plus supporter ça, Thomas. C'est une torture de faire semblant qu'il n'y a rien entre nous. » La voix d'Élise était chargée d'une émotion qu'Alexandre ne lui avait jamais entendue lorsqu'elle s'adressait à lui. « Je sais, mon amour. Mais il ne reste qu'une semaine. Après le mariage, on trouvera un moyen d'être vraiment ensemble. » La réponse vint dans la voix de Thomas, l'homme qu'Alexandre considérait comme un frère. « Une semaine qui sera une éternité. Je n'en peux plus de t'embrasser en cachette, de faire l'amour avec toi comme si c'était un sale secret. » Alexandre sentit le monde s'effondrer autour de lui. Ses jambes tremblèrent, et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. L'air sembla manquer dans ses poumons, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. « Que veux-tu que je fasse, Élise ? Annuler le mariage 3 jours avant ? Détruire l'amitié d'une vie ? Ruiner notre entreprise ? » « Je ne sais pas, Thomas. Je sais seulement que je n'arrive plus à regarder Alexandre dans les yeux et faire semblant de l'aimer. Ce n'est pas juste envers lui ni envers moi. » Alexandre ferma les yeux, essayant de traiter ce qu'il entendait. La trahison n'était pas seulement conjugale, c'était une trahison complète de tout en quoi il avait cru. Son meilleur ami et sa fiancée, conspirant dans son dos, transformant sa vie en mensonge. Si tu n'arrives plus à faire semblant, pourquoi ne romps-tu pas avec lui? Et perdre tout ça? La voix d'Élise prit un ton plus froid. Alexandre est ma garantie de stabilité financière pour le reste de ma vie. Tu sais que ma famille a d'énormes dettes. Le mariage va résoudre tous nos problèmes. Alors tu vas l'épouser pour son argent? Et tu vas continuer à être son associé pour la même raison, non? Soyons honnêtes, Thomas. Nous nous aimons, mais nous devons aussi être pragmatiques. Alexandre sentit la nausée monter. Ce n'était pas seulement une trahison romantique, c'était un coup calculé et froid. Ils avaient prévu d'utiliser sa fortune et sa confiance pour leurs propres bénéfices. Après le mariage, continua Élise, nous pourrons organiser une séparation discrète dans quelques années. Je garde la moitié des biens, tu conserves ta part de l'entreprise et nous pourrons être ensemble sans nous cacher. Et Alexandre s'en remettra. Les hommes comme lui trouvent toujours une autre femme prête à vivre cette vie de luxe. Alexandre ne put en entendre davantage. Il quitta l'appartement aussi silencieusement que possible, ferma la porte et marcha vers l'ascenseur comme un automate. Dans le miroir de la cabine, il vit son propre reflet et ne reconnut pas l'homme qui le regardait en retour. Le visage pâle, les yeux vitreux, l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. De retour dans sa voiture, il resta assis pendant de longues minutes, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Tout dans sa vie était un mensonge. L'amour qu'il pensait avoir trouvé, l'amitié qu'il considérait comme indestructible, l'entreprise qu'il avait construite avec quelqu'un en qui il avait aveuglément confiance. Le téléphone sonna. C'était Élise. « Chérie, où es-tu? J'ai essayé de t'appeler plus tôt, mais le téléphone était éteint. » La facilité avec laquelle elle mentait le choqua, la voix douce et préoccupée, comme si elle se souciait vraiment de lui. « Je rentre à la maison. Comment était le spa? »« Merveilleux. Ma peau est parfaite pour le mariage. J'ai hâte que tu me vois en robe de mariée. » Alexandre ferma les yeux. Chaque mot était une farce élaborée. « Élise, m'aimes-tu » La question surgit spontanément, chargée d'une urgence qu'il ne put dissimuler. « Bien sûr, mon amour, pourquoi cette question? Je voulais juste t'entendre le dire. Je t'aime, Alexandre, plus que tout au monde. » Le mensonge semblait si naturel qu'il se demanda combien d'autres il avait avalé au cours des 2 années de relation. « À demain, continua-t-elle. J'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, n'est-ce pas?
Bonne nuit, mon amour. Alexandre rangea son téléphone et conduisit jusqu'à chez lui en pilote automatique. Dans quelques jours, il serait à l'hôtel aux côtés d'une femme qui ne le voyait que comme un moyen d'atteindre ses fins, avec son meilleur ami comme témoin, sachant que tous deux planifiaient sa humiliation en secret. La question qui martelait dans sa tête était « Que faire maintenant ?» De retour à l'appartement, Alexandre se servit un autre whisky et s'installa sur le balcon, observant les lumières de la ville. Paris ne dormait jamais, mais il se sentait comme s'il vivait dans un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Clem pensa à confronter les deux, à exposer publiquement le mensonge, à annuler le mariage de façon dramatique. Mais quelle différence cela ferait-il? Le mal était déjà fait. La confiance était détruite. L'entreprise qu'il avait construite avec Thomas ne serait plus jamais la même. Pour la première fois depuis des années, Alexandre Dupont se sentit complètement seul. Entouré de toutes les réussites qu'il avait accumulées, il réalisa qu'aucune d'elles n'importait vraiment. À quoi bon avoir des milliards sur son compte s'il n'y avait pas une seule personne au monde en qui il pouvait avoir confiance? À quoi servait le succès professionnel si sa vie personnelle n'était qu'une mise en scène? Il prit son téléphone et commença à faire défiler sa liste de contacts, des centaines de numéros, mais aucun d'une personne avec qui il pourrait vraiment parler de ce qu'il ressentait. Des collègues de travail, des connaissances de la haute société, des fournisseurs, des avocats, des comptables, des personnes qui faisaient partie de sa vie par intérêt ou nécessité, non par affection sincère. La solitude qui avait toujours été là, dissimulée par des relations superficielles et des réussites matérielles, se montrait maintenant dans toute sa cruauté. Alexandre avait construit un empire financier, mais avait lamentablement échoué à construire de véritables relations humaines. Le téléphone sonna à nouveau. Thomas. « Alexandre, mon pote, tu sembles bizarre aujourd'hui. Tu veux en parler ?» L'ironie de la situation le fit rire amèrement. L'homme qui avait trahi sa confiance de la manière la plus basse possible offrait son aide. « Je vais bien, Thomas, juste anxieux pour le mariage. C'est normal. Quand je me marierai, je serai probablement plus nerveux que toi. » « Quand tu te marieras ?» Alexandre ne put éviter la question. « Ah, tu sais, un jour quand je trouverai la femme idéale. » Plus de mensonges. Thomas avait déjà trouvé la femme idéale. Seulement, elle était fiancée à un autre homme. « Thomas, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Penses-tu qu'Élise et moi sommes faits l'un pour l'autre ?» Le silence à l'autre bout de la ligne dura trop longtemps. « Pourquoi demandes-tu ça? Je veux juste ton opinion honnête, en tant que mon meilleur ami. » Vous complétez bien. Elle comprend ton monde. Tu peux lui donner le genre de vie qu'elle mérite. Alexandre remarqua que Thomas avait évité de parler d'amour ou de bonheur. Il avait parlé de compatibilité pratique non émotionnelle. Merci pour ton honnêteté. Alexandre, si tu as des doutes sur le mariage, peut-être devrais-tu parler avec Élise ou reporter un peu. La suggestion sonnait presque comme une supplication déguisée. Il est trop tard pour ça. Les invitations ont été envoyées, tout est payé. L'argent se récupère. Le bonheur est plus compliqué. Les paroles de Thomas avaient une vérité ironique qu'il ne percevait probablement même pas. J'y réfléchirai. Bonne nuit, Thomas. Alexandre raccrocha et retourna contempler la ville. Quelque chose avait changé en lui durant ces quelques heures. La découverte de la trahison, aussi douloureuse soit-elle, avait également libéré quelque chose en lui. Une perception claire que sa vie actuelle était une illusion soigneusement construite. Pour la première fois depuis des années, Alexandre se permit d'imaginer une vie différente. Une vie où il pourrait faire confiance aux personnes qui l'entourent, où l'amour serait réel, où il pourrait être lui-même sans les masques qu'il avait appris à porter dans le monde des affaires. Mais où trouver cette vie? Comment recommencer, quand tout ce qu'il connaissait était contaminé par la fausseté? La réponse, il le savait, ne viendrait pas cette nuit-là. Mais pour la première fois depuis longtemps, Alexandre Dupont était prêt à poser les bonnes questions, même si les réponses étaient douloureuses. Pendant ce temps, à plus de 300 kilomètres, dans une petite ville de province, une autre vie était sur le point d'être transformée par une décision tout aussi difficile. Sophie Leblanc regarda la facture de l'hôpital une fois de plus, espérant que les chiffres changeraient comme par magie. 57 000 €.
pour le premier cycle de chimiothérapie expérimentale qui pourrait sauver la vie de sa mère. Un montant impossible pour une étudiante en soins infirmiers qui travaillait à mi-temps dans un centre de santé municipal et qui n'avait comme source de revenus supplémentaires que quelques gardes de nuit occasionnels. Elle plia soigneusement le papier et le rangea dans son sac usé. À l'extérieur du cabinet médical, sa mère, Cécile, attendait dans le couloir avec ce sourire forcé qu'elle affichait depuis qu'elle avait reçu le diagnostic. « Alors, ma fille, qu'a dit le docteur à propos des options de traitement ?» Sophie força un sourire identique à celui de sa mère. Il a dit que nous trouverons une solution. Il existe toujours une solution. Cécile serra la main de sa fille. À 52 ans, elle avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage pour élever Sophie seule, après que son mari était mort dans un accident de travail quand la petite n'avait que 5 ans. C'était une femme forte, habituée à affronter les difficultés, mais le cancer était un ennemi contre lequel sa force de volonté pouvait peu. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, Sophie. J'ai déjà vécu une bonne vie. J'ai élevé une fille merveilleuse qui termine ses études d'infirmière. S'il est temps pour moi de... » « Ne dis pas ça. » Sophie l'interrompit avec plus de fermeté qu'elle ne l'avait prévu. « Ce n'est pas ton... Heur, nous trouverons un moyen d'obtenir l'argent pour le traitement. » Mais comment? Sophie avait calculé et recalculé ses finances des dizaines de fois, même si elle obtenait un prêt en utilisant le petit appartement qu'elle avait hérité de son père comme garantie, ce ne serait pas suffisant. Et même si ça l'était, comment paierait-elle les mensualités avec le salaire qu'elle gagnait? Dans le bus de retour à la maison, Sophie observa le paysage familier de la ville où elle était née et avait grandi. C'était un endroit simple, où tout le monde connaissait tout le monde, où les opportunités étaient limitées, mais où il y avait une solidarité authentique entre les gens, très différent des grands centres urbains qu'elle voyait à la télévision. De retour dans l'appartement de 2 pièces dans un immeuble sans ascenseur, Sophie aida sa mère à s'installer sur le canapé et alla dans la cuisine préparer le dîner. Tout en coupant les légumes, son esprit ne cessait de chercher des alternatives. Elle pourrait demander de l'aide à la famille, mais il n'y avait pas de famille, juste quelques cousines éloignées qui avaient leurs propres difficultés. Elle pourrait chercher des organisations caritatives, mais elle savait que la liste d'attente était énorme et que le temps était quelque chose dont elle ne disposait pas. Le téléphone sonna. C'était Julie, sa meilleure amie depuis l'enfance, qui s'était installée à Paris 2 ans auparavant. Sophie. Comment s'est passée la consultation? Sophie raconta le diagnostic et le traitement nécessaires, omettant seulement le montant exorbitant. Mon Dieu. Sophie, quelle situation difficile. As-tu pensé à venir à Paris? Ici, tu pourrais peut-être trouver un emploi mieux payé. Je ne peux pas laisser ma mère seule maintenant. Bien sûr que non. Désolé, je n'ai pas bien réfléchi. Julie fit une pause. Sophie, puis-je te poser une question un peu délicate? Vas-y, as-tu déjà envisagé des alternatives non conventionnelles pour obtenir de l'argent rapidement? Sophie fronça les sourcils. Quel genre d'alternative? Écoute, je sais que ça va paraître étrange, mais il existe un marché ici à Paris pour les femmes belles et intelligentes qui tiennent compagnie à des hommes de haut standing. Ce n'est pas ce que tu penses. Julie s'empressa de clarifier. C'est plutôt comme être une accompagnatrice élégante pour des dîners, des événements sociaux, des voyages d'affaires. Sophie sentit son visage chauffer. Julie, es-tu en train de suggérer que Je suggère que tu envisages une option qui pourrait résoudre tes problèmes financiers rapidement. Certaines filles que je connais gagnent en une soirée ce que tu gagnes en 3 mois. C'est de la prostitution, Julie. Pas nécessairement. Ça dépend de comment tu le gères. Il existe des agences sérieuses qui ne travaillent qu'avec la compagnie sociale. Bien sûr, certains hommes peuvent avoir d'autres attentes, mais tu établis tes propres limites. Sophie appuya sa tête contre le mur de la cuisine. L'idée était absurde, contraire à tout ce en quoi elle croyait, à toutes les valeurs que sa mère lui avait enseignées. Mais 57 000 € en une nuit. Sophie, tu es toujours là? Oui. Julie, ce n'est pas pour moi. Je comprends. J'ai juste voulu le mentionner parce que je sais combien tu aimes ta mère et combien tu es désespérée. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Je connais quelqu'un qui peut te guider. Après avoir raccroché, Sophie resta dans la cuisine pendant de longues minutes, traitant la conversation.
La suggestion de Julie avait planté une graine dans son esprit, une graine qu'elle essayait désespérément d'ignorer. Elle retourna au salon, où sa mère regardait le feuilleton de 20 heures. « Qui était-ce, ma fille, Julie? Elle te passe ?»« Le bonjour ?» Cécile sourit. « Quelle gentille fille. Comment va-t-elle à Paris? »« Bien. Elle a trouvé un bon emploi. Elle se débrouille. » Paris est une ville d'opportunités. Si un jour tu veux tenter ta chance là-bas, je ne veux pas. Ma place est ici, avec toi. Cécile étudia le visage de sa fille. « Sophie, je sais que tu t'inquiètes pour les coûts du traitement. Ne pense pas que je ne le remarque pas. » Sophie s'assit à côté de sa mère. « Maman, écoute ce que je vais te dire. J'ai déjà eu une vie pleine. J'ai vu ma fille grandir, obtenir son diplôme, devenir une femme merveilleuse. Si c'est pour que vous vous endettiez ou que vous souffriez à cause de moi, arrête ça. » Sophie prit les mains de sa mère. « Nous trouverons une solution, je te le promets. Mais comment faire une promesse qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir ?» Cette nuit-là, après que Cécile se fut endormie, Sophie resta éveillée, dans son lit, regardant le plafond et pensant aux paroles de Julie. Une nuit. Un seul homme. Une somme suffisante pour sauver la vie de sa mère. Serait-il possible de garder sa dignité intacte? Serait-il possible d'établir des limites et de les faire respecter? Ou se mentait-elle à elle-même, essayant de justifier l'injustifiable? Sophie se leva et alla à la fenêtre. La ville dormait paisiblement sous un ciel étoilé. Dans quelques heures, elle devrait prendre une décision qui changerait sa vie pour toujours. Une décision entre ses principes et l'amour pour sa mère. Paris, Alexandre Dupont était également éveillé, contemplant la même lune croissante à travers la fenêtre de son luxueux appartement. Deux mondes complètement différents, deux personnes affrontant des dilemmes qui les forceraient à remettre en question tout ce en quoi elles croyaient. Aucun des deux ne pouvait imaginer que dans quelques jours, leur vie se croiserait d'une façon qui changerait tout pour toujours. 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte qui avait tout changé dans la vie d'Alexandre. 3 jours pendant lesquels il avait annulé des réunions, évité des appels et était resté enfermé chez lui, essayant de digérer l'ampleur de la trahison qu'il avait subie. Le mariage était prévu dans 4 jours, et il n'avait toujours pas décidé quoi faire. Le lundi matin, Alexandre se réveilla avec une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas exactement la paix. La douleur de la trahison était toujours là, pulsant comme une plaie ouverte, mais c'était une compréhension cristalline que sa vie devait changer radicalement. Il enfila un costume simple, congédia son chauffeur et conduisit lui-même jusqu'au bureau. Il voulait sentir qu'il contrôlait quelque chose dans sa vie, même si ce n'était que le volant de sa propre voiture. Thomas était déjà dans la salle de réunion quand Alexandre arriva, feuilletant des documents, avec une expression tendue. En voyant Alexandre entrer, il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mec, tu as disparu ce week-end. Élise était inquiète. Elle a essayé de t'appeler plusieurs fois. Je dois te parler de quelque chose d'important. » Alexandre s'assit sur la chaise opposée, étudiant chaque détail de l'expression de son ancien ami. « Bien sûr, que s'est-il passé? »« J'annule le mariage. » Le visage de Thomas pâlit visiblement. « Quoi? Alexandre, tu ne peux pas être sérieux. Il reste 4 jours. Tout est organisé, les invités ont confirmé. Et tu t'en soucies beaucoup, n'est-ce pas? » Alexandre garda sa voix calme, presque désinvolte. « Que le mariage se déroule comme prévu. Bien sûr que je m'en soucie. Tu es mon meilleur ami. Si tu annules le mariage, tu dois avoir une raison très sérieuse. S'est-il passé quelque chose entre toi et Élise? » La facilité avec laquelle Thomas mentait continuait d'impressionner Alexandre. L'homme était un acteur consommé, représentant l'inquiétude et la loyauté avec une naturalité troublante. Disons que j'ai découvert certaines choses qui ont changé ma perspective sur les relations. Thomas se pencha en avant, les yeux brillants d'une anxiété mal dissimulée. Quel genre de choses? Sur la loyauté, sur la confiance, sur comment il est possible de côtoyer quelqu'un pendant des années et ne pas vraiment connaître cette personne. Alexandre, tu me fais peur, que s'est-il passé? Alexandre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à Thomas. La ville en bas suivait son rythme frénétique, indifférente aux drames personnels qui se déroulaient dans les immeubles de bureaux. Tu sais, Thomas, j'ai toujours cru que notre amitié était l'une des rares choses authentiques dans ma vie, que tu étais la seule personne en qui je pouvais avoir totalement confiance.
Et tu peux avoir confiance, mec. Tu l'as toujours pu. Alexandre se tourna lentement. Vraiment. Quelque chose dans l'expression d'Alexandre dut alerter Thomas, car sa posture changea subtilement. La confiance feinte céda la place à une vigilance prudente. Alexandre, si tu as découvert quelque chose, laisse-moi t'expliquer. Ah, donc tu admets qu'il y a quelque chose à expliquer? Thomas passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'Alexandre connaissait bien. Écoute, les choses sont compliquées. Compliquées. Alexandre répéta le mot comme s'il avait quelque chose d'amer dans la bouche. C'est une façon intéressante de décrire la trahison. Ce n'était pas planifié, Alexandre. Les choses sont simplement arrivées. Élise et moi, nous avons essayé de résister, mais vous avez essayé de résister. Alexandre rit sans humour. Pendant combien de temps avez-vous essayé de résister, Thomas? 6 mois, 1 an, depuis le début de ma relation avec elle. Thomas baissa les yeux. 8 mois. La confession fut comme un coup de poing dans l'estomac. 8 mois de mensonges, de représentations, d'être pris pour un idiot par les 2 personnes en qui il avait le plus confiance. Et tu comptais me le dire quand? Après le mariage? Pendant la lune de miel? À la naissance du premier enfant? Nous allions te le dire, Alexandre, après un certain temps quand nous aurions trouvé un moyen de le faire sans tout détruire. Sans tout détruire. Alexandre secoua la tête. As-tu une idée de ce que tu as déjà détruit, Thomas? Notre amitié, ma confiance, notre entreprise. L'entreprise n'a pas besoin d'être affectée par cela. Nous sommes associés depuis des années. Nous avons construit cela ensemble. Tu penses vraiment que je pourrais continuer à être associé avec quelqu'un qui m'a trahi de cette façon? Thomas se leva brusquement. Alexandre, s'il te plaît, ne prends pas de décision précipitée. Peut-être que nous pourrions trouver une solution. La solution est simple. Je veux que tu rachètes ma part de l'entreprise, ou je rachète la tienne. Et je veux que tu sortes de ma vie pour toujours. C'est de la folie. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit à cause d'une femme. La question révéla tant sur Thomas qu'Alexandre en eut la nausée. Pour lui, Élise n'était qu'une femme, quelque chose de jetable qui avait créé une complication dans les affaires. Je ne détruis rien. Je nettoie ma vie des personnes fausses. Thomas tenta une dernière carte. Et si je te disais que je peux renoncer à Élise, que je peux m'éloigner et vous laisser essayer de reconstruire votre relation? Alexandre le regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de toi. De découvrir que l'homme que je considérais comme un frère est capable de me trahir dans mon dos et pourtant de me regarder en face tous les jours en prétendant être mon ami. Thomas sortit de la pièce sans rien dire de plus, laissant Alexandre seul avec le silence pesant de l'entreprise qui bientôt ne serait plus la sienne. Dans les heures qui suivirent, Alexandre appela ses avocats et entama le processus de dissolution de la société. C'était douloureux de défaire des années de travail, mais nécessaire. Il ne pouvait pas rester financièrement lié à quelqu'un en qui il n'avait plus confiance. L'après-midi, il appela Élise. Elle répondit au premier coup, sa voix pleine d'attente anxieuse. « Alexandre, chérie, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler 1000 fois. Tout est prêt pour le mariage, il ne manque plus que les derniers détails. Élise, je dois te voir. Maintenant. Bien sûr, mon amour, je viens te rejoindre. Non, retrouvons-nous au restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous, dans 1 heure. Alexandre choisit délibérément un lieu public. Il voulait des témoins. Il voulait qu'elle ne puisse pas faire une scène dramatique. Le restaurant se trouvait au sommet d'un immeuble à Montparnasse, avec une vue panoramique sur la ville. 2 ans plus tôt, Alexandre avait emmené Élise, là-bas après un événement social. Impressionné par sa beauté et sa sophistication. Maintenant, l'endroit semblait n'être qu'un décor élégant de plus, où les riches mettaient en scène leur vie vide. Élise arriva avec 15 minutes de retard, éblouissante dans une robe blanche qu'elle avait délibérément choisie pour rappeler la proximité du mariage. Elle sourit en le voyant, mais Alexandre perçut la tension derrière la façade confiante. « Tu as l'air terrible, mon amour. Tu n'as pas bien dormi ?» « Élise, je sais pour toi et Thomas. » Les mots sortirent, sans préambule, direct comme une balle. Élise pâlit, mais recomposa rapidement son expression. « De quoi parles-tu ? Arrête de faire semblant.
Je vous ai entendu parler dans ton appartement jeudi soir. » Élise ferma les yeux un moment, et quand elle les rouvrit, toute prétention avait disparu. À la place de la femme douce et amoureuse, il y avait quelqu'un de calculateur et froid. « Combien n'as-tu entendu ?»« Suffisamment. » Elle s'adossa à sa chaise, croisant les bras. « Et maintenant, tu vas faire un scandale? Annuler le mariage à la dernière minute et humilier tout le monde? » « Le mariage est annulé. Quant au scandale, cela dépend de toi, de peu. »« Quoi parles-tu ? Je vais dire à tout le monde que c'est toi qui as annulé, que tu as décidé que tu n'étais pas prête pour le mariage. Tu sors comme l'héroïne de l'histoire. J'assume la responsabilité des pertes financières. » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi ferais-tu cela ? Parce que malgré tout, je ne veux pas détruire ta réputation publiquement. Et parce que je veux que toi et Thomas ayez la chance d'être ensemble officiellement, puisque c'est ce que vous voulez. Alexandre, ne dis pas que tu es désolé. Nous savons tous les deux que tu ne l'es pas. » Élise baissa les yeux. « Je suis désolé d'avoir menti, mais je ne suis pas désolé pour mes sentiments envers Thomas. Au moins, tu es honnête maintenant. J'ai essayé de t'aimer, Alexandre. Vraiment. Tu es un homme bon, généreux, qui a réussi. N'importe quelle femme serait heureuse avec toi. N'importe quelle femme sauf toi, sauf moi. » Alexandre se leva. « Les avocats te contacteront pour les détails de l'annulation. Je ne veux plus te revoir. » « Alexandre, attends. » Élise saisit son bras. « Je voulais que tu saches que dans un autre univers, dans d'autres circonstances, les choses auraient pu être différentes. » Alexandre la regarda pour la dernière fois. « Dans un autre univers, tu serais une personne différente. Et moi, probablement aussi. » 2 jours plus tard, Alexandre était dans un hôtel 5 étoiles à Paris, essayant de décider quoi faire du reste de sa vie. Il avait annulé le mariage, entamé le processus de dissolution de l'entreprise et s'était éloigné de tout ce qu'il connaissait. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas d'engagement, pas d'obligation, pas un agenda rempli de réunions et d'événements sociaux. La liberté était à la fois libératrice et terrifiante. C'est cet après-midi de mercredi qu'il reçut un appel de Nicolas Bernard, une connaissance du monde des affaires qui était devenue quelque chose de proche d'un ami ces derniers mois. « Alexandre, j'ai appris pour l'annulation du mariage. Comment vas-tu ? » « Mieux que prévu. Écoute, je sais que ce n'est peut-être pas le moment idéal, mais j'organise un dîner ce soir pour quelques investisseurs internationaux. Je sais que tu n'es pas d'humeur sociale, mais ce serait peut-être bon de sortir un peu. » Alexandre hésita. L'idée de revenir au cercle social qu'il avait abandonné ne l'attirait pas, mais peut-être que Nicolas avait raison sur la nécessité de sortir. « En fait, » continua Nicolas, « si tu n'es pas intéressé à parler affaires, je peux t'arranger simplement une compagnie agréable pour le dîner. Je connais une agence discrète qui travaille avec des femmes élégantes et intelligentes. Rien de compromettant, juste une compagnie sociale sophistiquée. » La suggestion éveilla quelque chose chez Alexandre. Pas un désir sexuel, mais une curiosité sur ce que serait interagir avec quelqu'un sans les complications de ses cercles sociaux habituels. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas sa fortune, son histoire, ses récentes désillusions. Quel genre d'agence ? Très discrète, très professionnelle. Les femmes sont toutes éduquées, beaucoup avec des diplômes universitaires. Elles tiennent compagnie à des cadres lors de dîners, d'événements, de voyages d'affaires. C'est tout très élégant. Alexandre savait qu'il entrait en territoire dangereux, mais quelque chose en lui voulait expérimenter une interaction humaine sans les masques et prétentions de son monde habituel. « Comment ça fonctionne ? Je te passe le contact. Tu leur parles. Tu expliques ce que tu cherches. S'il y a une bonne alchimie, tu peux fixer un dîner, une conversation, sans pression, sans engagement. » Cette nuit-là, Alexandre se retrouva à appeler le numéro que Nicolas lui avait passé. Une voix féminine et professionnelle répondit « Bonsoir, Viviane de compagnie exclusive à l'appareil. En quoi puis-je vous aider ? » « Bonsoir. Un ami m'a passé ce contact, Nicolas Bernard. »« Ah, oui. Monsieur Bernard est un client de longue date. En quoi puis-je vous aider ?» Alexandre expliqua qu'il cherchait une compagnie pour un dîner. Quelqu'un d'intelligent et d'intéressant avec qui il pourrait avoir une conversation agréable. Viviane posa quelques questions discrètes sur ses préférences et son budget. « J'ai quelques options qui pourraient vous intéresser.
Il y a une jeune femme qui vient de s'inscrire chez nous, Sophie, très élégante, étudiante en soins infirmiers, très cultivée et sensible. Ce serait son premier travail, donc elle est un peu nerveuse, mais je suis sûr que vous vous entendriez bien. Quelque chose dans la description éveilla la curiosité d'Alexandre. Elle est de Paris? De province. Elle est venue dans la capitale récemment pour des raisons familiales. C'est une jeune femme sérieuse, éduquée. Je crois qu'elle serait une compagnie parfaite pour quelqu'un qui cherche une conversation authentique. Premier travail. Oui, elle traverse un moment difficile et a besoin de ressources financières rapidement, mais elle est très exigeante. Elle n'accepte que des travaux avec des hommes qui démontrent du sérieux et du respect. Alexandre s'intéressa encore plus. Il y avait quelque chose dans l'histoire qui faisait écho à sa propre situation, quelqu'un faisant face à une crise, prenant des décisions difficiles. J'aimerais la rencontrer. Parfait. Je peux organiser une rencontre pour demain soir. Je suggère le restaurant Le 5, un cadre discret et élégant. Tandis qu'Alexandre réglait les détails à Paris, Sophie était dans le petit appartement de province, regardant la carte que Julie lui avait envoyée par la poste. Viviane Santos, compagnie exclusive, discrétion et élégance. 5 jours s'étaient écoulés depuis la consultation médicale. 5 jours de nuit sans sommeil, à rechercher des alternatives, qui n'existaient pas. La banque avait refusé le prêt. Les organisations caritatives avaient des listes d'attente de plusieurs mois. La sécurité sociale offrait un traitement conventionnel que les médecins disaient n'avoir que 30% de chances de succès. Sophie. T'avais appelé Julie la veille, dans un moment de désespoir absolu. Julie, as-tu toujours le contact de cette personne que tu as mentionnée? Oui, tu as changé d'avis? J'ai besoin de savoir au moins comment ça fonctionne. Julie avait expliqué le processus avec délicatesse. L'agence était vraiment discrète et professionnelle. Sophie aurait un contrôle total sur le type de travail qu'elle accepterait. Elle pourrait établir clairement ses limites. Le paiement se faisait à l'avance, sans engagement futur. Sophie, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas. Ça peut être simplement de la compagnie pour dîner, des conversations, une présence lors d'événements sociaux. Beaucoup d'hommes recherchent ce genre de service parce qu'ils sont solitaires, pas parce qu'ils veulent du sexe. Et s'il s'attend à plus, tu précises dès le début quelles sont tes limites. S'il ne les respecte pas, tu t'en vas. L'agence a un système de sécurité. Ils savent toujours où tu es. Sophie avait passé toute la nuit à y réfléchir. Le matin, elle appela l'agence. La conversation avec Viviane fut étonnamment rassurante. La femme expliqua toutes les procédures, les mesures de sécurité, les types de clients qu'ils servaient. Sophie précisa qu'elle était intéressée uniquement par de la compagnie sociale, rien de plus. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous avons plusieurs clients qui cherchent exactement cela. Des hommes accomplis qui veulent une compagnie élégante et intelligente pour des événements ou des dîners. Je vais chercher quelqu'un qui te convient. 2 heures plus tard, Viviane rappela. Sophie, j'ai un client parfait pour toi. Cadre, éduqué, il traverse un moment difficile dans sa vie personnelle et cherche simplement une conversation agréable. Il offre 5 000 € pour une soirée de compagnie pour dîner. Sophie faillit lâcher le téléphone. 5 000 € représentaient presque un tiers de ce dont elle avait besoin pour le premier cycle de traitement. 5 000 €, juste pour dîner? Juste pour dîner et conversation. Qu'il a été très précis à ce sujet. C'est un homme sérieux, client de référence. Te sentirais-tu à l'aise? Sophie ferma les yeux. C'était le premier pas sur un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé emprunter, mais c'était un pas vers le salut de sa mère. Oui, j'accepte. Excellent. Le rendez-vous est demain à 20 h au 5. Tu connais? Sophie ne connaissait pas, mais Viviane expliqua comment s'y rendre et quoi porter. Quelque chose d'élégant mais discret, un comportement naturel et éduqué. Après avoir raccroché, Sophie s'assit sur le lit et pleura. Pas de tristesse, mais d'un mélange de peur, d'espoir et d'une étrange sensation que sa vie était sur le point de changer de façon irréversible. Le soir suivant, Sophie était dans la salle de bain d'un hôtel près du restaurant, se regardant dans le miroir. Elle avait acheté une robe noire simple mais élégante, avec le peu d'argent qu'elle avait mis de côté pour les urgences. Elle était nerveuse, mais déterminée.
Julie était venue spécialement à Paris pour lui apporter un soutien moral et avait insisté pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. « Tu es magnifique, Sophie. Et rappelle-toi, tu es aux commandes. Si tu ne te sens pas à l'aise à n'importe quel moment, tu pars. Et s'il est horrible, s'il est vieux, désagréable? » Viviane a dit qu'il est éduqué et respectueux. Fais-lui confiance, elle ne risquerait pas la réputation de l'agence avec un client problématique. Sophie respira profondément et se regarda dans le miroir une fois de plus. La femme qui lui faisait face était toujours la même Sophie Leblanc, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une nouvelle détermination, une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle arriva aux 5 minutes en retard, volontairement. Elle voulait qu'il arrive en premier pour pouvoir l'observer avant de l'approcher. Le maître d'hôtel la conduisit à une table discrète au fond du restaurant, où un homme était assis de dos. Quand il se retourna et se leva pour la saluer, Sophie sentit l'air manquer dans ses poumons. Alexandre Dupont était différent de tous les hommes qu'elle avait rencontrés, pas seulement par sa beauté, bien qu'il fût vraiment beau avec ses yeux sombres et ses cheveux parfaitement coupés, mais par sa présence. Il y avait une élégance naturelle en lui, une confiance qui n'était pas arrogante, et en même temps une tristesse profonde qu'elle perçut au premier regard. « Sophie !» Il tendit la main, et quand elle la toucha, elle ressentit un courant électrique qui la surprit. « Bonsoir. » Alexandre l'aida à s'asseoir, et Sophie remarqua qu'il était aussi nerveux qu'elle. Il y avait quelque chose de vulnérable dans ses gestes, une hésitation qui contrastait avec la confiance naturelle qu'il semblait posséder. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que cela doit être inhabituel pour vous. » Sophie acquiesça, ne sachant pas quoi dire. Elle s'attendait à un homme plus âgé, plus arrogant, quelqu'un qui laisserait clairement entendre qu'il payait pour sa compagnie. Alexandre semblait sincèrement intéressé à la connaître en tant que personne. « Viviane m'a dit que vous êtes étudiante en soins infirmiers. Oui, je suis en dernière année. » Sophie décida d'être aussi honnête que possible. « Et vous ?» Viviane a dit que vous travaillez dans les affaires. Je travaillais. Récemment, j'ai traversé quelques changements dans ma vie. Il y avait une douleur réelle dans sa voix qui éveilla l'instinct soignant de Sophie. C'était la même douleur qu'elle reconnaissait chez les patients qui avaient perdu des êtres chers ou reçu des diagnostics difficiles. Les changements peuvent être effrayants. Alexandre la regarda avec surprise. Exactement. C'est comme si vous vous réveilliez un jour et réalisiez que la vie que vous meniez n'était pas vraiment la vôtre. La conversation coula naturellement à partir de là. Alexandre raconta sa désillusion face au monde des affaires, le sentiment de vide qu'il ressentait malgré tout son succès matériel. Sophie parla de sa passion pour les soins infirmiers, de la satisfaction de prendre soin des gens, de comment le travail donnait un sens à sa vie. Aucun des deux ne mentionna les raisons qui les avaient amenés à cette rencontre. Pendant 2 heures, ils furent simplement Alexandre et Sophie, 2 personnes apprenant à se connaître à un niveau qui les surprit tous deux. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Alexandre quand ils eurent terminé le plat. « Principal. » Sophie acquiesça bien que son cœur se soit accéléré. « Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Pour ce genre de cas arrangement ?» La question était posée avec une délicatesse sincère, sans jugement. Sophie sentit qu'elle pouvait être honnête. « Ma mère est malade. Cancer. J'ai besoin d'argent pour le traitement. » Alexandre ferma les yeux un moment. « Et il n'y a pas d'autres options ?»« Pas que j'ai pu trouver. Ça a dû être une décision très difficile. La plus difficile de ma vie. » Alexandre tendit la main sur la table et toucha doucement la sienne. « Je suis désolé que vous traversiez cela. » La sincérité dans sa voix fit presque pleurer Sophie. Elle s'était attendue à de la condescendance ou de la pitié, mais elle trouva une empathie authentique. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce? Qui vous a amené ici ?» Alexandre hésita avant de répondre. « La solitude, je crois. J'ai récemment découvert que les personnes les plus proches de moi n'étaient pas ce que je pensais qu'elles étaient. Et j'ai réalisé que je n'ai personne avec qui je puisse avoir une vraie conversation. » Une vraie conversation? Une conversation où je peux être moi-même, pas le businessman accompli ou l'homme riche, juste moi, Alexandre. Je ne vous demande pas une réponse maintenant. Je vous demande seulement une chance de connaître mes enfants, une chance de prouver que je suis digne de leur confiance, et peut-être, avec le temps, une chance de reconquérir votre cœur.
Sophie essuya ses larmes avec le dos de sa main. Et si je dis non? Et si je dis qu'il est trop tard? Alors je respecterai votre décision, mais je demanderai quand même à connaître Pierre et Sophie. Ils méritent de connaître leur père. Sophie resta silencieuse pendant de longues minutes, traitant tout ce qu'elle avait entendu. Du fond de la boutique, elle pouvait entendre les rires de ses enfants, inconscients du drame qui se déroulait à quelques mètres. Ils sont tout pour moi, Alexandre. Je sais. Si vous entrez dans leur vie et que vous partez ensuite, vous les détruirez. Je ne partirai pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Alexandre s'approcha à nouveau lentement, télégraphiant ses mouvements pour ne pas l'effrayer. Parce que j'ai passé 3 ans à apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Et ce qui compte, c'est ceci. Il fit un geste en direction du fond de la boutique où les enfants jouaient. C'est vous, ce sont eux. C'est avoir une vraie famille, basée sur un amour réel, pas sur des contrats ou des accords financiers. Sophie l'étudia pendant un long moment, cherchant des signes de fausseté et ne trouvant que de la sincérité brute. Si j'accepte, si je vous laisse les connaître, ce devra être progressif, lentement, comme vous voulez. Et j'ai besoin de temps pour digérer tout cela, pour comprendre ce que je ressens à votre égard après tout ce qui s'est passé, tout le temps dont vous avez besoin. Sophie respira profondément. D'accord, vous pouvez les rencontrer, mais lentement, Alexandre, très lentement. Le sourire qui s'épanouit sur le visage d'Alexandre était comme le soleil, sortant de derrière les nuages. Merci, merci de me donner cette chance. Ne me remerciez pas encore. Cela ne signifie pas que je vous pardonne ou que nous nous remettons ensemble. Cela signifie seulement que je suis prête à vous laisser. Essayez, c'est tout ce dont j'ai besoin. Sophie se leva et marcha vers le fond de la boutique, où Pierre et Sophie jouaient encore avec la petite voiture. « Les enfants, venez ici. Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez. » Les enfants arrivèrent en courant, s'arrêtant timidement, à côté de leur mère quand ils virent Alexandre toujours là. Pierre, Sophie. Sophie s'agenouilla à côté d'eux. « Voici Alexandre. C'est votre papa. » Le silence qui suivit fut absolu. Pierre et Sophie regardèrent de Sophie à Alexandre puis l'un l'autre, traitant l'information impossible. « Mais papa est mort. » Sophie dit finalement, sa petite voix chargée de confusion. « Non, mon amour, maman. Maman s'est trompée. Papa n'est pas mort. Il était juste loin. » Pierre, toujours plus direct que sa sœur, fit quelques pas vers Alexandre et l'étudia, avec l'intensité d'un adulte. « Tu es vraiment notre papa ?» Alexandre s'agenouilla pour être à la hauteur des enfants, ses mains tremblant légèrement. « Oui, et vous êtes les plus beaux enfants que j'ai jamais vus. Pourquoi tu étais loin ?» Sophie demanda, s'approchant aussi. Alexandre regarda Sophie qui acquiesça légèrement, lui donnant la permission de répondre. « Parce que je ne savais pas que vous existiez. Si j'avais su, je ne serais jamais resté loin. Maintenant tu vas habiter avec nous. » Pierre voulut savoir. « Ça dépend de votre maman. Mais j'aimerais beaucoup mieux vous connaître. Jouer avec vous, écouter vos histoires. » Sophie regarda la petite voiture que Pierre tenait encore. « Tu avais une voiture comme celle-ci quand tu étais petit ?» Alexandre sourit, surpris par la perspicacité de la petite fille. « Oui, exactement comme celle-là. »« Je le savais, » Pierre s'exclama. « J'ai dit à Sophie que tu me ressemblais. Vous me ressemblez vraiment, mais vous ressemblez aussi à maman. Vous êtes parfait. » Les enfants se regardèrent, communiquant de la façon mystérieuse que seuls les jumeaux maîtrisent. Puis, Sophie fit quelques pas de plus vers Alexandre. « Je peux te faire un câlin ?» Alexandre sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu peux, si tu veux. » Sophie se jeta dans ses bras avec toute la confiance innocente d'une enfant de 3 ans. Pierre hésita seulement une seconde avant de se joindre à l'étreinte. Alexandre ferma les yeux et les serra délicatement, comme s'ils étaient faits de cristal. Il sentit l'odeur de shampoing pour enfants dans leurs cheveux, la douceur de leur peau, la chaleur de leur petit corps contre sa poitrine. C'était la sensation la plus intense et bouleversante qu'il ait jamais éprouvée. Quand il ouvrit les yeux, il vit Sophie qui observait la scène avec des larmes coulant librement sur son visage. Il y avait de la douleur là, mais aussi quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Les jours qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle pour tous les concernés. Alexandre loua un petit appartement dans la ville
et commença à rendre visite à Sophie et aux enfants quotidiennement, respectant toujours les limites qu'elle établissait. Au début, les visites ne duraient qu'1 heure. Alexandre jouait avec Pierre et Sophie dans le jardin de la maison que Sophie avait loué, racontait des histoires, enseignait des jeux simples. Les enfants s'adaptèrent à sa présence avec la facilité naturelle de l'enfance. Mais Sophie restait prudente, observant chaque interaction comme un faucon protégeant ses petits. « Il est différent », Cécile commenta un soir, après qu'Alexandre fut parti. Ces 3 dernières années, la mère de Sophie était devenue une figure maternelle. Pour les jumeaux aussi, plus mûrs, plus centrés. « Je le remarque », admit Sophie. « Mais j'ai encore peur, maman. Peur de me livrer à nouveau et de découvrir que j'ai commis une erreur. Ma fille, tu as déjà commis l'erreur de croire à un mensonge une fois. Ne commets pas l'erreur de ne pas croire à la vérité maintenant. » Lentement, les visites d'Alexandre se prolongèrent. Il commença à aider pour le bain des enfants, à participer aux repas, à les mettre au lit. Il était évident qu'il avait un talent naturel pour la paternité, et Pierre et Sophie s'épanouirent avec l'attention masculine qui avait toujours manqué dans leur vie. Un soir, 2 semaines après les retrouvailles, Sophie trouva Alexandre sur la terrasse de la maison, observant les étoiles après que les enfants se furent endormis. « Je peux m'asseoir » ? Bien sûr. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, le son des vagues au loin créant une bande sonore tranquille. « Alexandre, je dois vous poser une question. Allez-y. Si je décide que je veux réessayer, si je décide que je veux reconstruire notre famille, promettez-vous que vous ne fuirez pas quand les choses deviendront difficiles ?» Alexandre se tourna pour la regarder. « Sophie, ces 3 dernières années, j'ai appris que fuir les choses difficiles est ce qui détruit tout ce qui compte vraiment. Je ne fuirai pas. Plus jamais. Et si j'ai peur, et si j'ai besoin de temps pour avoir totalement confiance, alors, j'aurai de la patience. Je serai là prouvant chaque jour que je mérite votre confiance. » Sophie respira profondément. « Je vous aime toujours, Alexandre. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, même quand je pensais que vous m'aviez trahi, et cela me fait peur. Pourquoi ? Parce que l'amour ne suffit pas. Il faut de la confiance, de la communication, un engagement réel. » Alexandre tendit la main, et cette fois Sophie la prit sans hésiter. « Alors construisons cela, ensemble, lentement comme vous en avez besoin. Vous resteriez ici, dans cette petite ville, loin de tout ce que vous connaissez ? Sophie, j'ai passé 3 ans à voyager à travers la France, découvrant de petits endroits, des gens simples. J'ai découvert que je n'ai pas besoin de grands immeubles et de voitures chères pour être heureux. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de nos enfants. J'ai besoin de cette vie réelle que vous avez construite ici. » Sophie étudia son visage à la lumière des étoiles. « Vous avez vraiment changé, pour le mieux, j'espère. Définitivement pour le mieux. » Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, Sophie permit à Alexandre de l'embrasser. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais qui s'approfondit bientôt avec toute la nostalgie et la passion accumulée. Quand ils se séparèrent, tous 2 pleuraient. « Tu m'as manqué tous les jours » murmura Alexandre contre ses lèvres. « Toi aussi. » Les mois suivants furent consacrés à une reconstruction prudente. Alexandre s'établit définitivement dans la ville, achetant une petite auberge qu'il transforma en projet social pour les mères célibataires. Sophie reprit son travail d'infirmière à l'hôpital local et ensemble, ils créèrent une routine familiale qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'expérimenter. Pierre et Sophie s'adaptèrent à la présence constante de leur père avec une joie évidente. Alexandre les emmenait à la plage les week-ends, apprenait à Pierre à jouer au football, jouait à la poupée avec Sophie. Peu à peu, il devint une partie intégrante de leur vie. La confiance entre Alexandre et Sophie se reconstruisit graduellement. Ils parlèrent de tout, peur, espoir, plans pour l'avenir. Alexandre raconta les années qu'il avait passées à la chercher, comment il avait changé sa perspective de vie. Sophie parla de la difficulté d'élever les jumeaux seuls, des nuits, éveillée à se demander si elle avait pris la bonne décision. « Parfois, je me demande comment notre vie aurait été si Élise n'était pas intervenue, » dit Sophie un soir, tandis qu'il regardait Pierre et Sophie jouer dans le jardin. « Elle aurait été différente, » répondit Alexandre. « Peut-être plus facile à certains égards, mais nous aurions aussi perdu quelque chose d'important. Pendant ces 3 ans, qu'avons-nous perdu ?
La chance de grandir individuellement. Tu es devenue une mère incroyable, une femme plus forte et indépendante. J'ai appris à être une vraie personne, pas un personnage construit pour impressionner les autres. Sophie sourit. Alors tu penses que tout est arrivé pour une raison? Je pense que la douleur que nous avons traversée nous a rendus plus aptes à apprécier ce que nous avons maintenant. 6 mois après les retrouvailles, Alexandre s'agenouilla sur la plage où il avait emmené Pierre et Sophie construire des châteaux de sable. Les enfants jouaient à quelques mètres de distance, surveillés par Cécile, qui était devenue une alliée enthousiaste de la réconciliation. « Sophie Leblanc », Alexandre prit sa main, « veux-tu m'épouser? Cette fois, pour toutes les bonnes raisons. » La bague qu'il offrait était simple, une alliance en or blanc avec une petite pierre bleue, la couleur préférée de Sophie. « Oui », répondit Sophie sans hésiter. « 1000 fois, oui. » Pierre et Sophie accoururent pour les étreindre quand ils virent la bague au doigt de leur mère. « Maintenant, vous allez vous marier et nous serons une vraie famille ?» demanda Sophie. « Nous sommes déjà une vraie famille, » dit Alexandre, embrassant la petite fille. « Le mariage est juste pour l'officialiser. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple sur la plage, avec seulement la famille et les amis les plus proches. Sophie portait une robe blanche simple qu'elle avait achetée dans une boutique locale. Alexandre portait une chemise blanche et un pantalon beige. Pierre et Sophie étaient les porteurs de fleurs, répandant des pétales de rose sur le sable. Cécile accompagna Sophie jusqu'à l'hôtel improvisé, où Alexandre l'attendait, les larmes aux yeux. Le juge de paix qui les maria était le même médecin qui avait accompagné la naissance des jumeaux. « Aimeriez-vous prononcer vos propres vœux ?» demanda-t-il. Alexandre prit les mains de Sophie. « Sophie, tu m'as appris que le véritable amour n'est pas d'avoir tout en commun, mais d'accepter et de célébrer nos différences. Tu m'as montré que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Je promets d'être l'homme que toi et nos enfants méritaient tous les jours de ma vie. » Sophie essuya ses larmes avant de parler. « Alexandre, tu m'as appris que l'amour peut survivre à la séparation, à la douleur, au temps, que certaines connexions sont si profondes que même les mensonges ne peuvent les détruire complètement. Je promets de construire notre famille sur la vérité, la confiance et l'amour inconditionnel. » Quand le juge les déclara mari et femme, Pierre et Sophie coururent les étreindre avant même qu'ils ne puissent s'embrasser. « Maintenant nous sommes une famille pour toujours », cria Pierre. « Pour toujours », confirma Alexandre, embrassant le front de son fils. La fête fut simple, un barbecue sur la plage, de la musique jouée en direct par des amis locaux, les enfants courant pieds nus sur le sable. Il n'y avait ni raffinement ni ostentation, seulement la joie authentique de personnes qui se souciaient vraiment les unes des autres. Plus tard dans la soirée, après que tous les invités furent partis et que les enfants dormaient, Alexandre et Sophie marchèrent sur la plage sous la lumière de la pleine lune. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Sophie. « Je regrette d'avoir perdu 3 ans de la vie de nos enfants. Je regrette de ne pas avoir découvert le mensonge d'Élise plus tôt. Mais je ne regrette pas le chemin qui nous a menés ici. » Moi non plus. Sophie se blottit dans ses bras. Nous sommes plus forts maintenant, et plus conscients de ce qui compte vraiment. 1 an après le mariage, Sophie donna naissance à leur 3e enfant, Luna, qui naquit un dimanche matin ensoleillé, entouré par l'amour de toute la famille. Pierre et Sophie devinrent des grands frères et sœurs protecteurs, et Alexandre se révéla être un père encore plus dévoué et présent. Alexandre transforma l'auberge en un centre de soutien pour les familles en situation vulnérable, offrant des soins de santé et une formation professionnelle. Sophie coordonnait le secteur de la santé du projet, utilisant sa formation d'infirmière pour aider d'autres mères. Cécile, complètement guérie du cancer et rayonnante de bonheur pour la famille réunie, devint la grand-mère la plus dévouée qu'on puisse imaginer, gâtant ses petits-enfants et soutenant inconditionnellement le travail social du couple. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Sophie à Alexandre un soir, alors qu'ils regardèrent leurs 3 enfants dormir. « Quoi ? Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que je serais plus heureuse dans une petite ville, mariée à un ex-milliardaire qui travaille maintenant sur des projets sociaux, que je ne l'aurais été dans un manoir à Paris, je ne l'aurais pas cru. Le bonheur est dans les personnes, pas dans les lieux. » Exactement. Sophie se tourna pour l'embrasser. « Merci. Pourquoi ? D'avoir insisté, de ne pas avoir abandonné, même quand j'avais abandonné.
Je n'aurais jamais pu abandonner. Pas toi, pas nous. » De la chambre des enfants vint le son de Luna pleurant. Alexandre se leva automatiquement. « Laisse, j'y vais. » Sophie l'observa se diriger vers le berceau de leur fille, la prendre dans ses bras avec la délicatesse de quelqu'un né pour être père et commencer à fredonner doucement une berceuse. Pierre et Sophie bougèrent légèrement dans leur lit, mais ne se réveillèrent pas. À ce moment, observant l'homme qu'elle aimait prendre soin de leur fille, entourée par les enfants qu'ils avaient créés ensemble, Sophie sut avec une certitude absolue que toutes les douleurs, toutes les larmes, toutes les années de séparation en avaient valu la peine. Parce que le véritable amour n'est pas de ne jamais affronter de difficultés, c'est de les affronter ensemble et d'en sortir plus fort. C'est de pardonner, recommencer, construire quelque chose de plus beau encore sur les ruines de ce qui a été détruit. Et là, dans cette maison simple au bord de la mer, une famille qui avait été séparée par des mensonges et réunie par la vérité avait enfin trouvé son bonheur, non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'ils avaient choisi de faire fonctionner les choses, peu importe ce que l'avenir apporterait. Des années plus tard, quand Pierre et Sophie seraient adolescents et Luna une fille intelligente aux cheveux bouclés, ils demanderaient comment leurs parents s'étaient rencontrés. Alexandre et Sophie raconteraient toute l'histoire, la partie difficile et la partie belle, la séparation et les retrouvailles, les mensonges et la vérité. « Et vous croyez au destin ?» demanderait Sophie, toujours la plus romantique des trois. Alexandre et Sophie se regarderaient, ce regard complice de couple qui a traversé des tempêtes et choisi de rester ensemble. « Nous croyons en l'amour, » répondrait Sophie, et au fait que parfois l'amour est plus fort que tout ce qui tente de le séparer. Même quand cela semble impossible, voudrait savoir Pierre. Surtout quand cela semble impossible, dirait Alexandre, attirant toute la famille dans une étreinte collective. Et là, dans le salon de la maison qu'ils avaient reconstruite ensemble, entourés des enfants qui étaient la preuve vivante que certains amours sont vraiment éternels, Alexandre et Sophie sauraient qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, et qu'aucun mensonge ne pouvait détruire complètement. Ils avaient trouvé leur foyer,